Alors, Patrick Hoffman a accepté ma proposition de rester un peu pour nos souscripteurs, donc merci beaucoup. Bravo, merci. Voilà. Et donc on va parler plus particulièrement de votre livre et de sa thématique, donc les femmes. Alors, vous vouliez commencer par lire un passage que vous trouviez particulièrement court et intéressant. Oui, voilà, je propose un extrait gratuitement. Gratuitement. De ce livre pour inciter les gens à se le procurer. Il coûte combien déjà? Déjà, il coûte 18 € pour 186 pages. Et donc, si vous tenez absolument à vous le procurer, vous vous branchez, cher internaute, sur www.atelier-folfer.com. Voilà, et là, qui est dit. Vous trouverez tout. Oui, alors cette histoire, cet extrait des 50 anecdotes qui sont là-dedans, c'est l'histoire d'un crime civilisé, comme dit Barbet d'Aurevilly. Il est pilote de ligne, elle est hôtesse de l'air. Et ils vivent ensemble, c'est-à-dire qu'ils se croisent parfois entre deux vols dans le même appartement de Londres. Un beau jour, le pilote de ligne passe une note de service à l'hôtesse de l'air. Elle est congédiée. Elle a 24 heures pour sortir de sa vie et de son appartement. Il est vaguement inquiet quand il rentre chez lui, conscient de ne pas s'être très bien conduit avec sa compagne. Elle n'a peut-être pas aimé ce licenciement sans préavis ni indemnité. Est-ce qu'elle ne serait pas du genre à l'attendre en occupant les locaux? Ou bien à y faire, avant de les quitter pour toujours, le ménage à coups de hache? Mais non. L'appartement londonien du Globetrotter est désert et silencieux. Il ne s'y trouve même pas le mot d'adieu. Sanglante et cinglant, tout le monde apprécie l'allitération, qui déparerait tomber sur un guéridon sans ordre parfait. Un seul détail, un imperceptible détail, le téléphone est resté décroché. Et c'est la voix de l'horloge parlante de New York qui annonce au pilote qu'à l'heure qu'il est, il en a pour plusieurs milliers de dollars. Voilà, donc les femmes sont très créatives aussi, hein. Oui. Pas que les États-Unis. Oui. Je peux vous dire, ce sont des statistiques du FBI, qu'une tueuse en série a une carrière de 8 ans en moyenne contre 4 pour un tueur en série, tout simplement parce qu'elles sont plus souvent de sang-froid, plus créatives, plus dissimulatrices, plus habiles en amour. Et peut-être qu'on les soupçonne moins aussi, non? Oui, également. Alors justement, parlons un peu de cette idée reçue que la femme serait... non pas l'égal de l'homme justement, mais plus sympa, plus... Un ange, que dites-vous là? Un ange sans défense. C'est la doctrine néo-féministe que nous importons des USA comme tout un tas d'autres cochonneries. Voilà. Et surtout pas ce qu'ils font de bien et d'intéressant d'ailleurs, mais les bêtises et les cochonneries, alors là, on se jette dessus et puis on les amplifie, on les développe. Alors commençons par un contre-exemple malgré tout, parce que c'est intéressant. Il me semble que en termes de pédophilie par exemple, les femmes pédophiles ça existe, mais alors elles sont vraiment en proportion infime par rapport aux hommes pédophiles. Ou alors est-ce que là aussi je suis victime d'une propagande? Elles-mêmes sont victimes et complices de pédophiles mâles le plus souvent. Cela dit, des femmes prédatrices et des femmes pédophiles, les femmes entrent dans toutes les catégories de criminels à peu près. Hein. Ouais. Avec, en moindre quantité, mais souvent avec beaucoup plus de férocité encore. Ouais. Alors justement, en parlant de férocité, là vous avez en couverture de votre livre, on voit un meurtre, hein, je crois que c'est ça. Hein. Non monsieur, non, enfin oui monsieur, c'est-à-dire c'est Judith décapitant Holopherne. Décapitant. Je vous renvoie à la Sainte Bible. Hein. Voilà. Et on parlait juste avant cette deuxième vidéo du cas des hommes battus, dont on parle jamais. Il y a très peu de livres aussi. Jamais. Il y a une auteure que j'ai voulu inviter, mais elle est en Suisse, alors c'est un peu compliqué. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Je peux vous dire que, comme tout le monde, moi j'entends 40 fois par jour depuis des années que, je cite, « Une femme meurt tous les 3 jours sous les coups de son compagnon ». Alors, le résultat que ça donne, cette propagande sur les esprits faibles, eh bien, Ségolène Royal s'est fait un plaisir de nous le montrer en disant qu'une femme sur 3 est tuée par son mari. Voilà. Voilà le résultat de cette propagande sur les esprits faibles. Et surtout, on nous dit ça 40 fois par jour, mais on ne nous dit jamais, au grand jamais, que 20% des victimes de violences conjugales mortelles sont des hommes. Jamais. Alors, tout comme on ne nous dit pas, on a publié ça sur Enquête et Débat récemment, donc je vous y renvoie.
que les nombres de morts au travail sont à l'immense majorité, c'est-à-dire que sur 2010, il y avait eu un seul mort de sexe féminin pour plus de 400 masculins, près de 500 en fait. Donc la proportion là est complètement... Et ça, les féministes n'en parlent pas, évidemment, parce que... Il y a beaucoup de choses dont elles ne parlent pas. Moi, j'étais très frappé chez Tadei, là, il y a 15 jours, de ce que cette féministe enragée là, qui nous était opposée vienne des bagoules à non plus finir sur les prostituées aliénées qu'elle allait convertir et sur la nécessité de matraquer leurs malheureux et timides clients. Et qu'elle n'ait pas un mot, un seul à dire au sujet des proxénètes. Oui, vous l'avez bien dit d'ailleurs. Mais la question, moi si j'étais féministe par exemple, je mettrais l'accent sur le fait qu'on dise, on parle du sexe faible. Ça quand même c'est une discrimination, non? On l'a toujours dit et on le dira toujours, quelle que soit la censure politiquement correcte. Chasser le naturel, il revient au galop. Bon. Alors, autre question sur les femmes. Est-ce que leur mode opératoire, finalement, qui n'est pas la violence, puisque ça c'est le propre de l'homme, n'est pas plus efficace pour arriver à leur fin? C'est une violence qui est peut-être pas sublimée, mais qui est canalisée, qui est déjà réprimée, qui est déjà inhibée, déjà par leur éducation, par leur nature également, et qui donc, en quelque sorte, dans une cocotte minute, subit une pression telle que quand elle éclate, là je pense aux sœurs Papin, qui étaient deux bonnes dans les années 30 là au Mans, et qui d'un seul coup, c'est le mot de trop, et d'un seul coup elle se dit, mais un massacre épouvantable que je ne vais pas décrire ici, c'est une explosion de violence insensée, quoi, qui dépasse tout. C'est pas un peu l'exception qui confirme la règle, ça, quand même? Oui, bien sûr, parce que la règle, c'est une violence qui est humaine, qui est naturelle. L'homme est l'animal le plus agressif de la création. Mais qui peut, par exception, exploser dans des proportions étonnantes. Mais alors, je voulais vous amener sur le terrain de la manipulation. Parce que, justement, les femmes n'étant pas supérieures à l'homme en termes physiques, ont été... Ni intellectuelles, d'ailleurs. Alors ça, c'est vous qui le dites. Je ne sais pas s'il y a des statistiques. C'est la science qui nous le dit. D'accord. Il n'y a pas que le QI dans la science. Bref, vous me faites perdre le fil du coup. Est-ce qu'elles n'ont pas été obligées de développer d'autres... ce qu'on différencierait par exemple pour les États entre le hard power et le soft power. On voit bien qu'aujourd'hui les États-Unis sont ultra dominants, aussi et même surtout par le soft power. Et ça, c'est pas un pouvoir féminin au départ? Oui. Mais encore une fois, dans la mesure où leur violence, leur agressivité naturelle est réprimée dès l'enfance, elles développent, et historiquement, elles ont développé des stratégies et des tactiques pour tirer les ficelles. Il y en a beaucoup ont écrit des livres entiers pour raconter comment elles manipulaient les hommes. Bon, c'est pas très difficile. Quand on est un homme normal et qu'on voit on peut perdre la parole à leur seule apparition avant qu'elles aient dit ou fait quoi que ce soit, évidemment, ça n'aurait pas très difficile de nous manipuler, jusqu'à un certain point. Et vous, qu'est-ce qui a fait que vous n'êtes pas tombé dans l'homosexualité ou l'asexualisme ou finalement vous parlez encore des femmes aujourd'hui? Alors, est-ce que vous êtes obsédé? La femme est un sujet sur lequel on peut toujours s'étendre. Obsédé, non, c'est beaucoup dire, parce que la machine humaine... physique et intellectuelle à ses limites, mais disons que, oui, je crois que c'est Diderot qui disait, le mot de fille, quoi de plus charmant, on ne peut pas, c'est la nature qui nous conditionne à baie d'admiration devant leurs simples apparitions, et après, il faut penser à se défendre, parce qu'on est vraiment, elles nous tiennent bien. Hein. Ouais, c'est agréable. Jusqu'à un certain point. Ouais. Et alors, encore une question sur les femmes, parce qu'on pourrait en parler très longtemps, mais Alain Soral notamment est très virulent sur la féminisation des médias, et vite tu perds contre toutes ces journalistes qui ont toutes 25 ans ou 30 ans, avec de très beaux attributs mammaires souvent, mais qui sont là uniquement pour la galerie. C'est vrai qu'on en voit de plus en plus, ça c'est un fait. Et qui ne peuvent pas lire leur prompteur sans se planter tous les 3 mots. Voilà. Est-ce que pour vous c'est une stratégie
voulu par les directions des chaînes, ou est-ce que c'est dans l'air du temps, ou comment ça se passe? C'est tellement énorme que ça ne peut pas être inconscient. Moi, je pense que oui, comment ça s'appelle? C'est entertainment. Entertainment, non? Ouais, voilà. C'est-à-dire que l'information, petit à petit, pour garder comme il y a une concurrence, pour garder les téléspectateurs, on enlève un peu, tous les jours, on enlève un peu d'infos et on ajoute un peu de nichon, oui, bien sûr. Ouais. Comme on faisait avec les faits divers, d'ailleurs, au 19e siècle, Oui. pour ne pas avoir à parler de politique. Voilà. Mais du coup, est-ce que les femmes elles-mêmes ne sont pas frustrées de ne pas voir... Patrick Poivre est parti, alors il reste David Pujadas. Enfin. Ouais. Harry Roselmack est parti aussi, alors... Oui, j'imagine qu'elles sont frustrées. Oui. Donc comment elles expriment cette frustration, selon vous? Ah, pas auprès de moi, donc Oui, je peux rien vous en dire. Ouais. C'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est une télévision, pour ne parler que d'elle, qui est vraiment très tournée vers les hommes. Alors qu'on nous bassine à longueur de temps sur les ménagères de moins de 50 ans. Alors, est-ce que c'est une contradiction? Moi, je pense que je ne peux pas savoir lesquelles exactement, les femmes trouvent d'autres satisfactions à la télévision, je le présume, ou alors elles se tournent contre le mur et elles s'endorment. Et qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur les ménagères de moins de 50 ans, ce nouveau dogme médiatico-culturel? C'est pas un dogme, c'est une CSP, catégorie socio-professionnelle. Qu'est-ce que vous voulez que je vous en dise, sinon que... Est-ce que c'est elle qui décide dans le ménage, par exemple? Vraiment? Je pense pas. Je pense pas. Non, je pense qu'il y a un énorme bluff, une énorme intoxication. Le féminisme est devenu une doctrine tout à fait officielle et tout à fait et comme un poison qui doit empoisonner les couples. Et le résultat, c'est qu'il n'y a plus de couple. La CSP ménagère, elle est en voie de disparition. Elle est déjà minoritaire. Sur 27 millions d'actifs, on a 14 millions de célibataires et presque 4 millions de gens qui vivent en couple non cohabitant. C'est-à-dire qu'ils vont tirer un coup de temps en temps, c'est pas des couples, on est bien d'accord, ça fait 18 millions sur 27 millions. Voilà les résultats de cette propagande. Et c'est bien le résultat qu'elle recherchait, c'est-à-dire de dissoudre la société, de dissoudre jusque dans ses unités familiales, tout simplement pour mieux la manipuler. Parce qu'autrefois, Perrette, quand elle cassait son pot au lait dans la fable, elle était en grand danger d'être battue. Et encore il y a 30 ans, si madame était revenue à la maison avec du caprice des dieux, elle aurait pris une danse aussi. Et maintenant, leur caprice des dieux, ils peuvent le vendre en masse, puisque les 3/4 des clientes sont autonomes, indépendants. Et célibataire et très malheureuse. Ouais. Inutile de chercher à revenir. Mais finalement, est-ce que le féminisme au départ n'est pas naturel vu les conditions dans lesquelles les femmes étaient traitées, je veux dire, dans les années, même quand on leur donne le droit de vote en 1945, c'est-à-dire en France, 150 ans après la déclaration des droits de l'homme. Bon, ça c'est quand même choquant, même avec le recul, non? Vous trouvez pas? Ça vous choque, vous? Bah, disons que vous êtes contre le droit de vote des femmes. Aussi. Franchement, le droit de vote, le vote des hommes n'est pas beaucoup plus intelligent. Alors bon, non, je pense que ça change pas grand-chose, que c'est on fait mousser ça de façon démagogique, parce que ils ont découvert que les femmes allaient voter pour le pouvoir en place, allaient avoir un vote plus conservateur à l'époque en 1945. Ils espéraient conforter le vote conservateur, et c'est absolument tout. Mais quand même, je vais me faire l'avocat du diable, donc des femmes, elles étaient des sous-hommes, si je peux me permettre l'expression un peu provocatrice. C'est pas la peine d'être grossier et agressif, mais disons que ce sont des êtres humains, mais moins intelligents, moins forts, et qui doivent être subordonnés en règle générale. Non, mais c'est vrai qu'il y a une dizaine de femmes qui peuvent me battre aux échecs, hein, j'en ai rencontré une ou deux. Bon, mais il n'y en a pas plus que ça. Et quant au bras de fer, je plains le mari de celles qui peuvent me battre au bras de fer. Bon. Donc elles sont inférieures en force et en intelligence, il n'y a aucun doute. Ah oui. Alors, mais au-delà de ça, la première fois, on parlait de Beckett tout à l'heure, la première fois que j'ai parlé des femmes avec lui, il m'a dit immédiatement, un être humain, c'est pas un homme ni une femme, c'est un homme et une femme. J'ai eu beaucoup de mal à digérer cette notion. Mais ce qui est dramatique dans la propagande féministe officielle, c'est que ça vise à séparer en deux une unité qui est un couple. Un homme et un être humain, c'est un homme et une femme. Mais de même que
Dans l'Antiquité romaine, la révolte de la fable des membres et de l'estomac, les membres qui se révoltent contre l'estomac, qui se gavent sans rien faire. Et les patriciens viennent leur expliquer qu'il faut des membres et qu'il faut des estomacs. De même, il faut des femmes obéissantes, subordonnés et des hommes qui dirigent avec modération et convenablement et du mieux possible. Et les opposer, comme on le fait actuellement, ben, ça aboutit à cette société dont je parlais tout à l'heure, où il y a une majorité écrasante de gens qui vivent seuls et qui sont malheureux. Mais à la limite, si on était d'accord avec vous au point de vue macro, c'est macro, MACRO. Vous m'avez compris. C'est difficile à avaler, si je puis dire, au niveau micro, là, pour le coup. Si vous êtes une femme demain, vous n'allez pas être d'accord avec vous, en train de dire ça. Si ma tante en avait, on l'appellerait mon oncle. Alors, sortons de Qu'est-ce que cet vous voulez exemple. que je vous dise ? Non, mais vous ne pouvez pas dire qu'une femme, au niveau individuel, doit être soumise à l'homme. Mais si, bien sûr, et elles le sont. Elles le sont. Et elles le sont, et quand elles ne le sont plus, vous pouvez comprendre immédiatement qu'elles ne vous aiment plus. Mais elles peuvent choisir quand même de l'être ou pas. Ah, évidemment. Ah, mais avant, elles ne pouvaient pas choisir, justement. C'était ça le problème. C'était beaucoup mieux. Et quand elles ne pouvaient pas choisir. Oui. Ah bon. Oui. Pourquoi? Parce que c'est l'ordre naturel, parce que c'est l'ordre humain, oui, bien sûr. Vous ne pensez pas qu'il y a des femmes révolutionnaires, ou Marie Curie, ou... Bah, je sais pas. Oui, encore une fois, si ma tante en avait, il y a des exceptions, évidemment. Il y a des femmes qui peuvent me battre aux échecs, me battre au bras de fer. Et quand j'ai couru un marathon, j'en ai vu 4 ou 5 sur les derniers kilomètres me passer devant sans rien pouvoir faire en écumant de rage. Et puis je me suis dit, oui, il faut bien sûr, oui, il faut. Il y a toutes sortes d'exceptions à toutes les règles. Et alors, quel serait le pire crime qu'auraient commis les féministes ces dernières années, par exemple, selon vous? Ben, c'est le crime de masse dont j'ai déjà parlé, d'empoisonner la vie des couples et de les séparer, et de les brouiller, et de les fâcher, de s'immiscer dans la vie des couples pour leur pourrir la vie. Ouais. Parce qu'une femme, George Sand le disait déjà, ma liberté me ronge et me tue. Hein, une femme indépendante, elle va frimer avec les copines, mais elle va rentrer chez elle pour pleurer dans son oreiller. N'est-ce pas, madame? Peut-être dernière question, à moins que vous vouliez continuer cette conversation, moi je n'avais pas de problème. Il me semble, mais je n'ai pas de statistiques là officielles, peut-être vous qui êtes un plus grand spécialiste que moi devant l'éternel, des femmes, il me semble que quand il y a un divorce, c'est plus souvent le fait de la femme que de 80%, moi je l'ai la statistique. Ouais. C'est officiel? Ah oui, absolument. 80%, ouais. Ah, c'était bien ça. Alors. Et comment vous l'expliquez ça? Je l'explique justement par leur par l'insatisfaction humaine. Seulement, entre les deux moitiés d'un être humain, que sont l'homme et la femme, l'homme est beaucoup plus capable de s'adapter à l'évolution normale d'une relation amoureuse, qui est de s'affaiblir avec le temps. Et la femme, qui est, disons, plus faible d'esprit et qui est complètement intoxiquée par la propagande sur le mariage d'amour et autres absurdités, dès que cet amour faiblit, elle se sent volée, et donc elle rapporte son mari chez le marchand en disant « Ah, je me suis trompée de mari, donnez-moi un autre, tout neuf, avec un amour tout neuf. » Alors, elles s'en mordent les doigts très vite, souvent sans comprendre pourquoi. C'est unique, ça tient uniquement à ça, c'est pas parce que les hommes ont moins de couilles, si vous me permettez, dû à cette féminisation, justement. Parce qu'il y a une inversion des rôles. On sera d'accord là-dessus, non? Je pense pas. Non, on ne sera pas d'accord là-dessus. Bon. Parce que moi, je l'ai constaté, bon, je ne connais pas non plus beaucoup de couples divorcés, mais là où vous avez raison, c'est que d'après mes exemples, effectivement, l'homme se satisfaisait de cette baisse d'amour, etc. Et puis de rentrer un peu dans un train-train. S'y adaptait sans s'en satisfaire. Voilà, s'y adaptait, bon. Mais la femme était... Et c'est pas une mauvaise chose, d'ailleurs, de chercher peut-être mieux ailleurs, ou de se rendre compte que... Et tant pis pour les enfants. S'il y a des enfants, c'est plus dur, mais quand même. À qui on ne demande pas leur avis. Ouais. Il y a des enfants de divorcés qui sont heureux, malgré tout, non? Ah bon? Non. Pas moi. Ah, vous êtes enfant de divorcé? J'allais dire comme tout le monde, comme beaucoup de gens, et je suis toujours très mécontent de... Ouais. Et vous savez, il y avait ce film génial, Mes parents divorcent, là, non? Vous n'y croyez pas? C'est encore de la propagande. C'est la propagande féministe d'État. Ouais. Et ses 30 domestiques. Il vaut mieux divorcer, il vaut mieux rester avec quelqu'un qu'on n'aime pas. Oui, oui. Contrairement au slogan qu'on nous ressasse entre deux, une femme meurt tous les 3 jours sur les coudes de son compagnon. Ouais. C'est une grosse connerie, c'est une grosse saloperie. D'accord.
Mais bon, moi il me semble que si je suis avec quelqu'un que j'aime pas, j'aime plus, mais il vaut mieux que j'aille voir ailleurs quelqu'un que j'aime. Parce que vous êtes un tenant du mariage d'amour, et je vous plains, Ah oui, que vous c'est vrai. allez au-devant de cruelles désillusions. Ça c'est intéressant, c'est-à-dire vous défendez le mariage de raison. Bien sûr, absolument, qui a toujours existé dans tous les temps et dans tous les pays, On l'a oublié, ouais. et auquel on substitue cette absurdité de mariage d'amour qui revient à construire sur du sable. Alors si en plus, une fois qu'on a épousé la ferme ou le pré d'en face, ou de façon raisonnable, si en plus l'amour vient, tant mieux. Mais le mariage, c'est pas ça, c'est une association. En fonction de critères rationnels, Ça a mariage de toujours raison. été une association jusqu'à cette époque un peu dingue et un peu décadente que nous vivons. On lui a substitué le mariage d'amour des petits bourgeois et des midinettes, qui est une ânerie. C'est beau l'amour, vous y croyez pas vous? Bien sûr que si, je l'ai éprouvé, Ouais. et même violemment, Ouais. et douloureusement, et heureusement. Mais le sable aussi, c'est beau, mais c'est pas sur le sable qu'il faut construire un mariage. Non, c'est intéressant parce qu'avec le mariage d'amour vient toute une société, et avec le mariage de raison aussi. Une C'est-à-dire- société de divorcés, de couples non cohabitants, d'enfants malheureux, de femmes hystériques. Et de... Voilà, les villes sont pleines d'amour et de douleur, encore plus encore qu'au temps de Baudelaire, qu'a écrit ce beau vers. Les villes continuent à se remplir d'amour et de douleur. Mais peut-être d'un peu plus de liberté aussi, Oui, avec ses bons et ses mauvais côtés. oui, c'est vrai. Oui. Est-ce qu'il ne faut pas en vouloir plus de liberté? Non, il y en a trop. Ah, il y en a trop. On l'a déjà dit tout à l'heure, Ah ouais. il y en a trop. Il faut arrêter un petit peu. Ça me fait un peu peur cette vision que vous avez là quand même, parce que bon, la critique du retour en arrière, moi ça me touche pas, mais je vois quand même ces sociétés comme étant abrutissantes d'une autre manière hein, que celle d'aujourd'hui, mais bon, il faut reconnaître que les gens étaient moins éduqués, moins entreprenants, moins non. Bah, moi, j'apprends qu'on en est à 40% d'illettrés, alors je ne veux pas... Oui. Bah, alors donc, ils sont moins éduqués maintenant, d'après moi. Hein. Toutes nos grands-mères, la plupart de nos grands-mères écrivaient des vers à la plume dans leur carnet et lisaient les poètes, qu'on ne lit plus du tout. Non, moi, je suis persuadé que... Il y a trop de liberté maintenant et que la société dégénère et est en train de s'effondrer carrément par excès de liberté parce que, encore une fois, l'être humain a une tendance à passer d'un excès à l'autre, d'un côté à l'autre du cheval et qu'il n'y en avait pas assez avant la guerre et maintenant, par réaction, il y en a trop. Ouais. Mais est-ce qu'on peut pas distinguer entre les bonnes libertés et les mauvaises libertés, par exemple? Qui va le faire? Qui va Bah là, vous le faites bien, vous dites il y a trop de liberté. Bah moi je vais le faire. Voilà, Téléphonez-moi, je vous dirai si vous pouvez manger à midi ou pas. Non mais c'est un peu ça le mariage de raison, c'est de dire, vous avez des parents qui vous disent, bon bah maintenant c'est celle-là, et puis c'est pas autrement. On vous demande votre avis, même dans Molière, même à l'époque du Ouais. triomphe au XVIIe siècle, au triomphe du mariage de raison, on voit bien que Lucinde, que je cite dans Vengeance de femme, elle devient muette. Elle a ces trucs de femme. On lui impose un mari dont elle ne veut pas, elle devient muette. C'est un des sujets de la pièce dont le titre m'échappe. Voilà, elle se débrouillait toujours pour échapper, disons, aux maris les plus odieux. Et enfin, quand l'intérêt de leur famille disait qu'il fallait acquérir la boutique d'en face, ou le champ, ou le pré d'en face, ou le troupeau d'en face, elle se soumettait, puis elle s'arrangeait, là encore. Et souvent, l'amour arrivait par surcroît. Ouais. Ou sinon, elle se débrouillait. Mais est-ce que c'est pas, ce que vous me dites là, est-ce que c'est pas une apologie du matérialisme qui est à l'opposé de vos valeurs? Parce que l'amour, justement, n'est pas... Mes valeurs ne sont pas idéalistes, mes valeurs sont matérialistes. Elles sont matérialistes. Je suis de formation trotskiste et Ouais. je suis resté athée et matérialiste. D'accord. Donc là, c'est une Ça cohérence, n'empêche alors. pas d'être patriote. Hein. Non, bien Au sûr. contraire. Mais c'est vrai que du coup, on critique beaucoup, et vous-même vous critiquez la société de consommation actuelle comme étant une société matérialiste, etc. Donc- Pas du tout. Ah bon? C'est vous qui me mettez ça Ouais, alors dites-moi, ça m'intéresse. dans la bouche. Non, moi je suis matérialiste. Hein. Je suis resté matérialiste en ce sens que je continue à penser avec Marc que c'est l'existence qui détermine la conscience et pas le contraire. D'accord. Et que donc, si on rétablit le mariage de raison, on débloquera tout de suite moins sur beaucoup de sujets. Et on sera déjà amené à moins rêver, à moins s'imaginer
être libre, puisque vous en parlez tant, qu'on le fait aujourd'hui, alors que c'est très souvent une illusion. Est-ce que par exemple vous êtes pour le revenu à la maison, enfin pour les femmes? Oui, bien sûr. Bien sûr, moi mon mariage a été brisé après 15 ans, d'abord par le fait que j'étais pas capable matériellement de garder ma femme à la maison. Et qu'il fallait qu'elle travaillât. Oh, on va rester là-dessus alors. Sur cet imparfait des subjectifs. Ah oui, alors ça c'est parfait justement. Je reviendrai avec des plus beaux imparfaits. Ce sera des plus que parfaits alors, forcément. Bien, bah écoutez, j'espère que ça vous a intéressé. Et puis si ça vous a pas intéressé, bah, vous avez perdu une demi-heure, c'est pas grave. Mais en tout cas, merci beaucoup Patrick Goffman. Merci à vous Jean-Robert. À très bientôt et puis meilleurs vœux de réussite pour ce livre. Au revoir.